The Rap Science. C'est pas de la magie, c'est de la science. Rap Science, a podcast produced by The Spot Geneva. Yo. Are you ready? I said, are you ready? Hell yeah. Rap Motherfucking Science. On est là, c'est ouvert. C'est ouvert, là. C'est ouvert, c'est parti, c'est lancé. Et on peut le dire, Thibaut, on avait préparé autre chose en fait que ce qu'on va faire là. Ouais, on peut complètement le dire. Et d'ailleurs, on peut dire aussi qu'on a bien fait de... Ah, là, c'est Emergency Podcast. Emergency Podcast, ouais. Ouais, on a chamboulé le programme. Pour quelle raison? Malheureusement, l'actualité qui a frappé. Ouais, Darkman X, repose en paix, quoi. Un arrêt dans le programme habituel pour parler de Darkman. Ouais, X, mais surtout de celebrate sa legacy, quoi, ce personnage si... Non, mais attends, là t'arrives comme ça, tu débarques, on t'a même pas présenté. Les épisodes avant, il y avait un autre mec et tout. Bon, vous l'avez compris, avec nous aujourd'hui, on n'a pas Nick le scientifique. Non. Mais on a Chucky Fresh in the Flesh. Yo. Flesh in the Flesh, Baby Blue. Yo, check 1, 2, 1, 2. Yeah. Baby Blue, what you gonna do? Grosse pensée à Nick le scientifique, qui est pour des raisons personnelles pas là. Mais il aurait voulu être avec nous, on le sait très bien. Ouais, je pense qu'il gère le sujet DMX. En plus. Mais on a en toi, Chuck, aujourd'hui, quelqu'un qui gère bien aussi le sujet, je pense, sans foutre trop de pression. De mon côté, je ne gérais pas du tout le sujet, mais je le gère un petit peu mieux parce que quand même, je me suis un petit peu préparé. Et puis Thibaut, je crois que c'est toi aujourd'hui qui va distribuer les cartes. Yes, tout à fait, exactement. Et j'aurais juste vite fait aussi un peu les mics. On est en direct, donc c'est important que les mics soient bien gérés pour qu'on puisse bien t'entendre, Omar. Et je trouvais que ta voix n'était pas au mieux de ta forme. C'est normal. Rajoute un peu d'autotune, peut-être. Ah non. Voilà, ça va mieux? Ouais, ça va mieux là, on est au top. On est au top, ouais, exactement, parce que voilà, je vais vous donner la parole. On va parler bien sûr DMX. Le but de cette émission, c'est de comprendre qui est le personnage un peu plus. C'est difficile, par contre. Ouais, ça va mission pas être difficile. C'est une mission difficile, mais on aime les relever, on aime les défis, et c'est pour ça que Rap Science est le meilleur des podcasts sur le rap en français. Produit par Podcast Factory. The Spot. On n'a pas vraiment de sponsor. Par contre, il faut dire qu'on est généreusement soutenu par la ville de Genève. Merci à la ville de Genève. Yes, FPLCE, si tu nous entends, merci pour toi. Aussi, voilà. Donc, on a fait l'intro. On va parler de X. Justement, alors déjà, on va commencer. Ouais, où commencer. Puis avant d'arriver sur lui, on va déjà avoir une approche sur, par exemple, toi, Chuck, comment tu l'as vu débarquer, comment tu as perçu DMX, en fait, durant sa carrière. Et après, je te poserai aussi la question, Omar. Moi, la première fois où je découvre DMX, je crois que c'est dans le morceau de LL Cool J, c'était en 97, là, 4, 3, 2, 1. Donc, il n'a pas encore d'album sorti. Il débarque sur un morceau où il y a LL Cool J qui est quand même... c'est quand même LL. En featuring, il y a Method Man, Redman qui, à ce moment-là, sont au top. C'est un duo hyper énergétique, hyper stylé et tout. Et t'as un petit jeune qui s'appelle Cannabis qui défonce tout. Et à la fin du morceau, t'as un gars... À la fin du morceau, quand même. À la fin du morceau, et il tient la route. Hein, c'est le anchor, quoi. Et il défonce tout. C'est vrai? Il défonce Parce que moi, j'ai jamais entendu ce morceau, par exemple. Donc, sur le morceau, tu avais LL Cool J, Red and Meth, Cannabis, qui était au top de sa carrière. Déjà, dans l'histoire, dans le morceau, il y a une histoire. C'est parce que Cannabis, il écrit son verset où il parle à LL Cool J. Il dit « Hey mec, ton micro que tu t'es tatoué, tu veux pas me le prêter ?» Et LL, il rentre dedans, il fait « Mais mec, un micro comme ça, et ça, tu prends pas comme ça se mérite, regarde qui je suis. » Enfin bref. LL, il écrit son verset, Cannabis, il réécrit son verset. LL, il entend le verset de Cannabis, il l'aime pas, il le réécrit, et donc du coup, il y a un bif entre eux. Et c'est là où Cannabis s'est fait blacklister parce que LL, avec le power qu'il a dans l'industrie, Cannabis, à partir de ce moment-là, il fait un morceau qui s'appelle Second Round Knockout et tout, il contre-attaque LL, et enfin bref. Et c'était un peu le début et la fin de Cannabis. Mais c'est surtout le début de DMX, qui à ce moment-là n'a pas encore sorti d'album,
qui suit derrière avec son premier album là, It's Dark, non, Hell is Hot, non c'est quoi Il est là, il est devant toi. It's Dark and Hell is Hot, qui sort en 98 en mois de mai, je me rappelle que c'était avant l'été. Et là, donc toi, tu l'avais anticipé en fait, donc parce que il rappe ouais, en mais là il est chez dernier Def sur Jam. ce track. Ouais, là il est sur Def Jam et puis il a un énorme buzz parce que dans les rues de New York, il est là. On entend parler de DMX. Il a créé vraiment ce qu'on appelle le buzz. Et Def Jam l'a vraiment bien lancé sur les pistes de. Mais Chuck, cet album-là qui est le tien, tu l'as acheté à sa sortie ou tu l'as acheté un peu après? Ah non, ça, je crois que je l'ai reçu par la maison disque même avant qu'il sorte, ou je l'ai acheté, mais là, c'est... Ok, alors tu suivais le gars dès le départ. Là, je suis en plein dedans. Là, je le découvre, je le ramasse dans la gueule comme tout le monde. Là. Et si je peux me permettre, Thibaut, j'avais posé une autre question à Chuck, parce que, Chuck, tu bossais à l'époque chez Downtown Boogie, enfin, tu gérais l'émission Downtown Boogie. Ouais. D'ailleurs, salutations à nos amis de Downtown Boogie. À cette époque-là, est-ce que tu as su... mais que this guy was going to be the shit. Mais on l'a senti venir parce que à cette époque-là, Def Jam est quand même une grosse machine et tu sens que ils ont misé sur DMX et DMX surtout. À cette époque-là, on faisait des allers-retours à New York. Enfin, les gens ramenaient que ce soit les cassettes de radio ou enfin, on sent qu'il y a dans les rues de New York, on parle de DMX. Ça, c'est clair et net. Et surtout quand on découvre le premier morceau, là, Get At Me Dog. Ouais. Ce clip qui était enregistré justement, qui était filmé dans le The Tunnel, là, le lieu mythique, les soirées de dimanche soir, c'est un clip en noir et blanc et quand tu le regardes, ça te file complètement électrique. L'épilepsie comme ça. Et il était tellement cru et tu dis mais c'est qui, c'est quoi, tu vois, c'est en pleine gueule. En plus, il y a la grosse boucle qui était connue qui était prise à l'époque de EPMD. Get at me dog. Donc, et puis apparemment, ils avaient enregistré ce clip. Ils avaient prévu de faire la réalisation du clip dans l'après-midi, mais ils se sont épanchés sur le soir pour créer l'ambiance de l'arrivée des gens au tunnel. Et en fait, ils ont hijacké le tunnel. Alors que le tunnel n'avait prévu que de les enregistrer dans l'après-midi. Il devait se barrer pour que les mecs puissent ouvrir et faire leur... Le tunnel était le lieu le plus cru, le plus ru. Enfin, c'était pas une soirée hip-hop, c'était... Ouais. C'est genre, pour rentrer, il y a 3 détecteurs de métal. Tu dois enlever tes chaussures. Genre, il y a un passage de sécurité pire qu'à dans un aéroport. Tu dois rentrer. Il y a des gardes, des sécus qui font 3 mètres sur 3 mètres. T'as déjà fait la queue au tunnel? Ouais. On dirait. Ouais. Moi aussi, c'est assez impressionnant. Et donc, il y a des dealers, il y a des assassins, il y a tout là-dedans. Et c'est vraiment la rue. Et donc, DMX, il est chez lui. Et puis, en fait, c'est ça. DMX représentait vraiment... Il arrive dans un moment dans le game où... Puff, tu vois, c'est shiny suit à fond, c'est tout le monde parle de champagne et tout, et lui il arrive et il dit non, moi je suis là pour des have-nots, pour ceux qui n'ont rien, ceux qui galèrent, ceux qui sont avec des pulls capuches au milieu de la nuit dans les rues de New York en train de traîner. Ok, merci. Et toi, tu disais au début, Omar, que toi t'as pas vraiment suivi sa carrière de DMX. Non, moi à cette époque-là j'avais complètement décroché du game. J'écoutais plus, moi, Puff m'a un peu dégoûté du game, et puis après, j'avais un petit peu lâché, et en fait, j'observais ça de loin. Bien sûr que quand je dis j'ai décroché, j'écoutais quand même toujours un petit peu, mais j'étais beaucoup plus passé dans tout ce qui était soul et funk et tout. Et ouais, je voyais le buzz qu'il avait fait, mais à l'époque, moi, j'avais pas fait la distinction, si tu veux, entre ce gars qui, pour moi, était un aboyeur, et puis tout le reste des trucs qui sortaient à l'époque. Et c'est surtout, en fait, moi, musicalement, où j'arrivais plus à m'identifier autant, parce que, comme il y a eu beaucoup de problèmes avec les samples et les clearance de samples, en fait, les nouveaux producteurs faisaient des trucs qui étaient beaucoup plus... qui sonnaient beaucoup plus clunky, tu vois. Et ce style musical-là, moi, m'a pas accroché. Et voilà, moi, mon rapport à DMX a
a pas été un rapport de fan. Je vais pas mentir, quoi. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que là, on est vraiment dans un air où il y a les problèmes de clearances, de samples, et il y a les machines, Swiss Beats avec le Triton, je sais plus comment on l'appelle, donc c'est un son très synthétique. Bon, 98, c'est quand même une sacrée année. Hein. Quand DMX sort son premier album, c'est l'année de Jay-Z avec le Hard Knock Life, il y a Lauryn Hill, il y a le 3e album de Outkast, donc Aquemini, il y a... Full clip, non? Il y a Moment of Truth, c'est Moment of Truth. de Gangstar. Ça, j'avais pas décroché, par contre. Donc ça, en 98, donc il y a quand même, c'est une sacrée année, parce que DMX, il hijack tout, genre dans les charts, partout, genre DMX, il est au top, et c'est quand même c'est une des meilleures années de rap, genre il est 98, une sacrée année quand même. Ah ouais, c'est énorme, parce que Il arrive seul on peut comme être ça, numéro 1, mais quand on est numéro 1 en 98, C'est ça. c'est encore plus dur. Et surtout, il n'y a pas de single avec de meufs qui chantent dans les refrains. Il est cru. Genre, genre il parle de ces mecs, c'est ghetto, tu vois. Ouais, il a vraiment reshifté le focus sur le rawness, sur le côté cru et rue du rap, quoi. Alors, on va juste pour comprendre ça, on est d'accord qu'il avait été signé, il avait eu un premier contrat chez Columbia, je crois, entre 92 Ouais. et... 94, je crois. Ouais. Non, 92. Voilà, puis c'est fermé en 94-96, ils ont rendu le contrat, je crois. Ouais. Donc, est-ce que... Il a floppé, en fait, son premier effort. Voilà. Mais Et- c'était un single, en fait. Non, Ok. mais quand tu réécoutes le morceau, parce qu'il tourne un peu, il y a des bouts, des extraits de morceaux, ça m'étonne pas que ça n'a pas marché. Ça, tu vois, Il avait pas trouvé son identité encore. il a un flow de rappeur, un peu, ouais, un New York rapper qui balance, mais il n'a pas encore ce personnage DMX. L'identité. Il n'est pas lui. Comme il se pose là sur ce premier album, Mais comment ça s'est passé, justement, la naissance de cet album? Est-ce que vous savez comment... déjà, comment il a signé chez Def Jam? bon, ça, c'est à travers de Irv Gotti qui, à la base, en fait, Diddy, enfin, qui s'appelait encore Puff, venait de signer The Lox. The Lox qui viennent de Yonkers, qui sont down, donc avec, tu vois, Mary J. Avec les Blige, Rough qui est Riders. Rough Riders, et exactement, Lox, ils étaient signés en management chez Rough Riders. Ils signent le contrat pour l'album chez Puff, et DMX est là, et attends, on a créé tout ce Rough Rider movement autour de moi. He felt away, tu vois, genre, il était là. Autant il voulait pas signer chez Puff parce que ça le correspondait pas, mais autant il était là. Mais comment ça se fait qu'on va signer ces mecs là de Lox alors que moi je suis là depuis un petit moment. Mais attends, le management, c'était Rough Riders. Ouais. Ouais, Et là alors- c'est Irv Gotti qui le présente à Lior Cohen. Et là on est en fin 96, je crois 96, si je Alors- me trompe pas. Alors attends, j'ai juste besoin qu'on revienne. Ouais. Rough Riders, c'est Tu veux noté qu'on comment? rembobine, toi? Ouais, vite fait. Juste, Par parce que je veux rapport juste entre comprendre les Rough singles Riders. là où ah ouais mais là c'est encore un autre podcast. C'est un autre Non, non, mais Non, mais vite c'est fait. vrai, on peut faire vite fait. Enfin, moi, de ce que j'ai retenu, donc Rough Riders, c'est deux frères. Enfin, c'est une famille de 6 Ouais, ils déjà. sont plus ouais, mais mais, surtout deux, mais hein. principalement deux frères, Les anciens dealers des anciens dealers. qui voient que tout le monde autour de tombe De quel quartier? à Yonkers. Là on est C'est tout Yonkers. Mount c'est Vernon Yonkers, aussi. Mount Vernon, mais qui est assez c'est Ouais. upstate quand même. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est un peu ça se rapproche. D'ailleurs DMX aussi, il est passé par Mount Vernon, Yonkers. Enfin bref, c'est tout au haut. Donc, ils voulaient sortir de la drogue et ils ont vu que Puff, justement, était en train de sortir de là. Et ils ont rencontré Heavy D. Donc ouais, parce que Puff était chez Uptown, il venait Uptown. créer son propre truc. Heavy Ouais. D il est chez Uptown. Et c'est aussi un peu dans le même géographiquement, c'est Ok. un peu par haut. Et ensuite, Par là-bas. Et il s'avère qu'après plusieurs connexions, il y a Heavy D qui leur parle et leur dit bah, écoutez les gars, nous comme ça s'est passé, c'est que si vous connaissez un artiste, nous on cherche encore toujours plein d'artistes, ben ça c'est Evidy qui dit au Ouais. management. amenez-le. Rough Riders. Mais ça Parce que c'était moi, à j'ai- l'époque du premier single qui a floppé, tu Ah, vois. ok, Ouais. d'accord. Donc, mais c'est comme ça que Rough Riders a commencé. si À tu veux. chercher leur artiste, leur pool de ouais Ouais, hein, leur catalogue, quoi. ouais Leur rooster. En fait, ils misaient, enfin, ils avaient envie de se lancer là-dedans et ils cherchaient l'artiste comme Puff avait Biggie, tu vois. Et Mais ils ils cherchaient a- leur, et puis- leur Biggie. Et puis ils avaient The Locks. Non, Ça, c'était avant ça ça, vient encore. après, ouais. Ça, c'est Ça vient avant. après. de Ils ont tout misé sur DMX pour créer Rough Riders. Ok. Ils ont tout misé sur... ouais, Rough Riders, c'est créé avec... Ok, donc Rough Riders, c'était déjà quand il y a eu le deal à Columbia. Ils sont sortis du deal de Columbia Ouais. et ils ont proposé l'artiste DMX
D'ailleurs, mais c'est suite à ce premier single chez Columbia, le deal c'était, si vous cartonnez, l'album derrière sort, le single a floppé, donc ils ont dit, voilà, tenez vos 50 ou 70 000 $. Ok. Ils leur ont fait une avance. Et puis du coup, ils ont utilisé cet argent-là pour créer la structure, Powerhouse, la structure Rough Riders, les lieux de bureau, studio, l'enregistrement et tout. Attends. Columbia, ils ont donné une avance qu'ils n'ont pas réclamée. C'est Rough House en fait, chez Columbia. Même label que Criss Cross, Cypress, et donc du coup ils ont décidé de miser sur eux parce que ce morceau a floppé. Ouais. Donc ils ont donné, voilà, tenez votre argent, ça c'est les 50, ils disent que c'est en 50 et 70 000. Et avec ça, eux, ils ont fondé le Rough Riders, mais si tu veux, les studios, ils ont construit les studios avec les 70 000 $, qui ont servi en fait comme avance au premier single de DMX. Qui n'a pas fonctionné. Donc si tu veux, la chronologie était, on veut se débarrasser du monde de la drogue, donc les deux frères de Rough Riders. Ok. Surtout Wadi, en fait, qui était le brain de la famille, de la famille fondatrice de Rough Riders. Il a été chercher un artiste, qu'on lui a conseillé de trouver un artiste. Il y avait un des gars de l'entourage qui avait une cassette, il a dit « Moi, je l'ai, votre artiste ». Ils ont été chercher DMX, ils lui ont produit son premier single, ils ont reçu une avance. Avec cette avance, ils ont fondé le studio, Powerhouse. Et dans ce studio-là, après, ça fait un effet boule de neige. Rough Riders a commencé à amasser un ensemble de gens de la rue, dont Irv Gotti, qui lui a hustlé avec eux pendant un moment, produit le deuxième single de DMX, qui lui aussi n'a pas marché, mais Irv Gotti, hustler qu'il est, arrive en 96-97 chez Def Jam, et il dit à DMX à ce moment, putain mec, là je suis sur un coup incroyable, si j'arrive chez Def Jam, on va tout faire péter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de ça, DMX, il passait son temps entre prison, entre la rue, entre les braquages, entre rapper des MCs, mais à longueur de journée. Il passait son temps à battler les rappeurs à tout va. Donc il avait une notoriété dans les rues de New York. Il était réputé pour tout défoncer. Mais derrière, il n'y a pas un battle avec Jay-Z. Alors il y a le fameux battle avec Jay-Z. Ça, c'est quand? Alors, ils disent que c'est dans le milieu des années 90. La fameuse... Et c'est quoi? Alors ça, c'est dans un lieu, c'est sur un lieu... Ils font ça sur une table de billard, quoi. Ils se retrouvent sur une table de billard. Il y a Comment ça, ils se retrouvent sur une table de billard? C'est un lieu, il y a une cinquantaine de personnes, c'est rempli. C'est un play, une salle de jeu. Ouais. Et en fait, les deux, ils se respectaient. C'est l'époque Jay-Z chez Original Flavor qui faisait des... Et DMX... Donc, apparemment, ça se tenait. Le compte DMX va dire que c'est lui qui a gagné. Le compte de Jay-Z va dire que c'est lui qui a gagné. Mais il y a un respect mutuel. En gros, mais il s'est passé quoi? Ils ont rappé pendant des heures. Petite mini-anecdote. Dans l'anecdote, Rough Riders a demandé... Donc, ils ont filmé... Ils ont filmé le freestyle de Jay-Z. Les images qu'on voit, c'est toujours le passage de Jay-Z. Et à un moment donné, quand DMX arrive, vas-y. Il y a Rough Riders qui demandent à ne pas filmer le truc parce qu'ils n'ont encore rien copyrighté. Parce que DMX est un artiste de la rue. Tout ce qu'il a fait, c'est plus ou moins 2 singles et tout le reste, c'est du battle hors disque. Donc il leur demande, coupez toutes les caméras. Et apparemment, ils ont respecté parce qu'encore jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé le footage avec DMX qui rappe. Mais c'était quoi la logique de couper les caméras? C'était qu'on ne voulait pas qu'ils leur volent des textes qu'il avait écrits et qu'ils allaient sortir plus tard. Okay. Ça, c'est un côté un peu naïf des maisons de disques qui sont un peu nouveaux dans le game. Ils disent, notre artiste, tu vois, pour le préserver, il a des textes, il n'est pas encore signé, on veut surtout pas que... c'est l'inverse de naïf, c'est surprotecteur. Mais en fait, il y a peut-être... Ça me fait penser à l'autre battle, la fameuse battle avec K-Solo qui date de 94, qui... en fait, les deux, il se fait que K-Solo du Hit Squad, qui était aussi un psychopathe, boxeur, qui avait plein d'embrouilles, ils se rencontrent en prison et ils se battent en tôle. Et en sortant du prison, les deux sortent un morceau avec le même titre qui s'appelle Spellbound. K-Solo est réputé pour... il avait ce gimmick où il appelait des mots. The K, the S, the O, the L, the O. Et apparemment, DMX a sorti un morceau qui s'appelle aussi Spellbound, où à un moment donné, il faisait aussi DMX. Alors, K-Solo dit qu'il a volé mon style. DMX dit non, c'est lui qui a volé mon style. D'ailleurs, dans Beef, le DVD, K-Solo aborde le sujet, puis il dit, mais moi, je suis prêt à prendre un détecteur de mensonges pour vous montrer que c'est moi. Et quand le gars, il lui pose des questions sur, alors, est-ce que ce morceau t'appartient vraiment? Il n'y a que toi. Ben, ça un peu...
Ah, il avait vraiment fait le Il a détecteur fait, de mensonges. et le gars, il lui dit, à ce moment-là, tu dis pas la vérité. Et donc, il fait, ah non, comment, mais pas devant les caméras, tu peux pas dire ça, moi je sais très bien. Enfin bref. Et donc, il y a déjà eu, peut-être pour ça, DMX, il voulait le surprotéger par rapport aux droits d'auteur. Je ne sais, Ok. je sais pas. Juste. Bon, c'était pour l'anecdote. On a, Tout ça pour dire qu'entre 92 et 98, DMX est un artiste de rue qui fait ses battles que dans la rue. C'est du sparring. C'est du street fighter dans la rue. Et il Ok. fait que ça. Et il a fait 2 singles sinon qui étaient enregistrés, qui ont les 2 floppés. Donc il a eu, Chez si tu veux, Columbia. vraiment un début de carrière Enfin, Rough House. super dur. Ok. Imagine 6 ans à faire de la tôle de la rue, de la tôle de la rue, et flopper 2 singles, mais recevoir quand même une avance qui lui permette à son label de construire le studio dans lequel ils vont enregistrer tous Bon, ces succès. après, il y a un truc qui est pas très clair, c'est que s'il a reçu une avance, il aurait dû le sortir dans le label où il a reçu l'avance. Les mecs de Ouais, mais ça, c'est Rough avant. House, ils allaient pas donner une avance sur 2 singles qui fonctionnent pas, et puis après libérer l'artiste en disant c'est bon, c'est pas grave, on a perdu 70 000 balles. non, c'est pas forcément une avance, c'est l'argent qu'ils ont touché pour ce single-là, tu vois. À cette époque-là, les maisons de disques, bah, tu recevais... Il y avait de l'argent dans le game. Ouais. 50-70 000 dollars, c'est rien, intéressant. tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est Puis rien. intéressant de savoir, en fait, juste quand il est parti, il a peut-être remboursé les 70 000 de la maison de disques avant de toucher sa thune. Parce qu'en général, c'est ça ce qui se passe. Ouais, C'est-à-dire genre que- des Def Jam, ouais, enfin, ouais. Ouais. De C'est toute façon, pas ce le- qu'ils ont ça, dit. de toute façon, le carton qu'a fait cet album quand il est sorti, Le premier, toi, tu dis. ouais. le premier, Avec notamment ce morceau. Regarde la tête à main. Spotify vont pas couper tes chants, c'est bien. C'est pour ça que je l'ai fait. Bravo. ouais. Bah d'ailleurs, est-ce que tu peux D'ailleurs, on nous devrait en pas parler donner un le nom peu de Spotify, mais bon, Apple Podcast, whatever, quoi, toutes les plateformes sur lesquelles on est. Ouais, on s'en fout. Tu sais quoi, on peut dire les noms en fait. On fait ce qu'on veut. Ouais, on fait ce qu'on veut. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ce morceau? Parce qu'on en parlait tout à l'heure et tu avais des anecdotes qui étaient très puissantes. Donc, sur Rough Riders Anthem, là. Oui. Alors, quand Rough Riders se crée, il y a Dame Grease, il y a PK, il y a un mec Sean Elliott qui était un producteur de Jodeci, Chad Elliott. ouais. Il y a une team de producteurs et il y a un tout jeune, un maigrichon, qui est le neveu des frangins Dean, donc les patrons de Rough House, qui est à l'université au sud d'Atlanta. Atlanta, ouais. Ils le font venir, il commence à taper un peu les MPC, il est pas très doué. D'ailleurs, il a- Piqué ne l'aime pas trop. Ouais, parce que c'est lui qui est un peu pris sous son aile, et puis enfin bref. Donc en gros, tout ça pour dire que c'est le neveu, et à un moment, la première Le prod, neveu des fondateurs de... Ouais. la première Rough- prod que Swiss Rough a Riders. placée, c'est ça, et c'est le plus gros hit de DMX, tu vois. Et Attends, juste un truc qui est pas clair. T'as parlé de Rough House, mais tu parles de Rough Riders ou de Rough House? non, je parle de Rough Riders Anthem. Dun, 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 Oui, dun. non, mais ça c'est le morceau. Mais quand tu parles que c'est le La neveu, clique, là c'est le neveu des. Ah ouais, des frères Dean qui sont les patrons de Rough Riders. Voilà, pas Ouais, pardon. Rough House. Voilà. Ah, Rough House, c'est Je la voulais maison juste- de disques. qui est ancienne. Complètement et puis, voilà. séparée. Ok, on est d'accord. Et donc Rough Riders Anthem, donc l'année de... Ah ouais, voilà. Pardon. Le morceau... Alors à la base, DMX déteste l'instru. Ne peut pas la saquer, il fait tout pour Belle l'éviter. anecdote, là. Ouais, il fait tout pour l'éviter. Et en gros... Tu te rappelles de l'anecdote? Ah, mais il y en a plusieurs, donc je vais voir laquelle laquelle placer en première. Alors, à la base, DMX ne veut pas faire le morceau. Tout le monde insiste, essaye de le convaincre pour se poser dessus. Et un jour, il joue au dé. Aux cartes. Ah, c'est aux cartes? Ouais, Ouais. c'est aux cartes. Et en gros, il dit, si tu perds, tu vas poser sur ce morceau. Et il finit par perdre. Et il dit, ah, ok, fuck it, j'y vais. Il dit qu'il écrit le texte en 15 minutes. Ouais. Et bah, il accepte et il pose. Et ça devient ça. Et tu me demandais, tu sais, qui avait écrit le Bah, hook là. oui, parce que ce qui est ultra drop, puissant dans ce morceau, c'est le hook, plus que le couplet. L'idée vient de Swiss Beats parce que lui, étant à Atlanta, il est dans le monde universitaire, tu sais, où il y a les bands avec les fanfares. les batteurs, les fanfares, Bien sûr. les trompettes et tout ça. Et c'est un peu cette image-là, tu vois, c'est un peu cette ambiance-là, c'est question-réponse. Et donc je pense que c'est lui qui a pitché l'idée et puis que DMX derrière, il a... Et d'ailleurs, Piqué, qui est le puriste
du clan de producteurs clan, de Rough Riders, Ouais. il a détesté aussi, tu vois. Il a essayé de casser ce morceau, il cassait Swiss Beats, parce que c'est lui qui a appris à Swiss Beats à taper sur les machines, tu vois. Puis il s'est dit, mais ça, c'est un beat qu'un enfant de 2 ans va faire, quoi. C'est à chier. Mais c'est là la Swayze, génie. il y croyait à fond, quoi. Il était là, non. Et puis en fait, il a commencé à avoir des jalousies entre les différents producteurs au son de Rough Riders, parce que vu que Swayze était le neveu des fondateurs, il sentait les autres producteurs qui lui donnaient du favoritisme en lui donnant ce morceau. Mais il s'est avéré qu'ils ont eu raison, parce que c'est le morceau qui a... Mais sur le premier album, si tu regardes, Swiss Beats a placé que cette prod-là. Tous les autres, c'est Dame Grease, c'est PK. Ouais. Et Mais c'est un de ses premiers crédits à Swiss Beats alors. ah, mais c'est le premier morceau qu'il fout sur Et on the map, quoi. il avait déjà ce courage d'essayer de placer le refrain et tout. Et donc Ouais. c'est fort quoi. Ouais. Enfin c'est fort. C'est là où il a. Puis après Rough Riders, au final, Swiss Beats, c'est le son de Rough Riders. C'est vrai. Après, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a le clip en parallèle et il y a tout le mouvement justement Rough Riders. Et là, l'idée de génie des frères, c'est qu'ils vont pas seulement Dans la musique. Ouais, c'est pas seulement clipper l'artiste, mais il y a tout le mouvement autour, donc tous les motards. Ouais. Et là, il y a, et quand tu vois le clip, tu penses qu'à ces... Enfin, moi, les images qui me reviennent chaque fois, c'est les motards. Alors qu'il y a plein de trucs qui se passent. Il y a des chiens, il y a de l'alcool, il y a des meufs. Mais il y a surtout ces motards. Et donc, du coup, ça a créé tout un mouvement. Enfin, voilà, ça vaut... C'est ce qui a réussi pour moi à transcender le mouvement que Puff avait lancé, parce que là où Puff avait été très fort, c'est qu'il a pris le rap des rues, dans les boîtes de nuit et dans les sections VIP. Ouais. Eux, ils ont réussi à reporter ça des clubs à la rue en créant toute une imagerie sur le lifestyle de la rue. C'est-à-dire, tu vois le truc avec les chiens, avec les motos, avec les grosses bagnoles, les Lamborghini vertes, tu vois. Donc, toute cette imagerie qui va avec a été très, très importante pour le mythe de DMX aussi, parce que c'est ça qui fait le Rough Riders Anthem. Et puis ça est premier au Billboard en 98. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est que non seulement celui-là est premier, mais qu'à peine 6 mois après, il y a un deuxième album qui sort de DMX solo. Ouais, c'est en décembre, je crois, de la même année. Donc, c'est 6-7 mois d'écart. 6-7 mois d'écart et bam, premier. Celui-là. Et là, c'est marrant parce que tu vois, rien qu'en cover, le premier, bah voilà, c'est It's Dark and Hell is Hot. Et t'as le deuxième, il est vachement plus clair, mais on le voit lui à torse nu avec du sang Couvert qui de sang. coule partout comme ça. Et le fond, il est blanc et tu te dis, mais c'est cool. Enfin, tu vois, c'est quoi? Et Et quand- il t'accueille comme un dieu. Ah, il y a ça. Ouais, mais vraiment, comme comme un Jésus prophète, qui comme un prophète. qui souffre, quoi. Alors, déjà, on connaît le puritanisme américain. On sait qu'il est quand même chez Def Jam, qui doit être... ils étaient chez qui, Def Jam, à cette époque-là? C'est Mercury. Mais toi, là où tu voulais aller, Thibaut, c'est que est-ce que ça a créé des problèmes de... Est-ce que la cover a créé des problèmes? En termes et de- Est-ce qu'il y a des gens qui se sont opposés? Ouais. Je pense qu'un peu à l'image du rap de l'époque de Ice-T, quand il a fait Cop Killer, bon, il y a toujours ces réactions de la part de la censure. Mais ouais, effectivement, je veux dire, là où il jouait sur cette cover, c'est vraiment l'ambiguïté entre le satanisme et la déification. Parce que, je veux dire, il y a vraiment un mélange de ça sur cette couverture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tout le monde croyait que DMX était couvert de sang de porc. Il s'avère que c'est du sirop. Bah oui, là, on est déjà dans le monde de Hollywood. Wow, alors là, ça va loin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont répandu l'idée que Bah, ils croient que c'est c'était du vrai sang de ouais. porc, du vrai sang de porc. Et DMX a démenti en disant non, c'était du sirop. Et d'ailleurs, ça brûlait tellement sa gueule et ses yeux qu'il leur disait, en fait, la raison pour laquelle il est comme ça, c'est qu'il est en train d'implorer les photographes de prendre la putain de photo parce qu'il a... Donc il y a une souffrance réelle. Ça lui brûlait les yeux. Voilà. Mais ce que je veux dire, donc cet album-là, il est sorti en 98. Fin 98. Ouais. Ok, donc c'est le 3e album qui sort en 99 et c'est à ce moment-là, en fait, il y a un changement de président chez Def Jam, il y a Kevin Liles et c'est là, en fait, où Universal se fait racheter. Polygram, même s'ils se font racheter. Def Jam, tu te fais racheter. Oui, parce qu'en fait, la maison mère de Def Jam se fait racheter. Voilà. Et c'est là où il y a, en fait, Universal. Là. c'est chaises musicales, tu vois, les présidents sautent. Et c'est là où DMX... Def Jam était vachement plus Def Soul. Ils ont créé, toi, il y avait Rising Brothers, il y avait quelle chanteuse R&B, la Kelly Price.
il y avait plus, Def L'industrie Jam ne était représente, commencée à ouais, changer, Def Jam là. ne représentait plus le rap dur, cru, à Ok. contre-courant qu'à l'époque. Ils ont créé aussi Def South. Def Jamaica. Il y a- C'est vrai. Je me rappelle plus. Et tout ça pour dire qu'il y a une petite crise d'identité quand même dans l'industrie en général. Il y a Napster qui est là, tu vois, Ça, donc, c'est les post droits 99. d'auteur. Ouais, je dirais ça, c'est vraiment après entre le deuxième et le troisième album. Bah, Ah, celui-là. donc, ouais, mais donc le et deuxième surtout album. après le troisième album Ouais, que le Napster Generation commence à arriver, que l'industrie du disque commence à chuter, que les Ok. downloads deviennent Mais, importants. mais en revenant sur Après, le deuxième c'est album, par rapport si ça choquait tu vois, si ça créait une polémique par la cover, moi ce qui m'a plus frappé, c'est que lui qui n'arrête pas de parler de Dieu, de Jésus, et sur chaque album il y a des prières et interludes, ouais. des interludes très gospel comme ça, il a quand même un featuring de Marilyn Manson, tu vois, sur l'album. Et qui est genre l'antichrist Bah ouais. par excellence. Donc c'est quand même le Après, shock value est là, quoi. ouais, mais après, ça a mené. Enfin, lui, il est enfant de témoin de Jéhovah. Ouais. Donc, Juste. il a eu une éducation, je pense, très religieuse. Je crois qu'on peut Mais parler très dur, aussi de ça, surtout. parce que là, on a parlé que DMX, l'artiste, mais Earl, l'enfant qui a souffert, Ouais. c'est... Ouais, ça, DMX ça, est devenu tout un qui est... chapitre, ouais, ouais. ça, c'est... Le gars, il se faisait frapper par sa mère, par tous ses boyfriends. Le père de DMX, dès qu'il apprend qu'elle veut pas avorter et qu'elle veut garder l'enfant, bah, lui, il quitte les lieux. Donc, il se fait abandonner déjà là. Le père, c'était un artiste aussi. Ouais, ouais. Il faisait des dessins. Artiste Apparemment, peintre, ouais, un artiste ouais, peintre, exactement. ouais. Ouais. Donc il s'appelait, d'ailleurs, c'est assez marrant, je crois qu'il s'appelait Bark. Non, Bark, il veut dire aboyer. Ok. Le père Incroyable. s'appelait Bark, je crois. Mais- Je crois, hein, enfin, source à vérifier, mais de ce que j'ai lu, ouais. Mais tu vois, en fait, ce qu'il faut pas. Nous, en tout cas, les gens en Suisse ou en Europe, ils entendent DMX, l'impact, les prods, comme lui il se pose. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que s'il a touché autant de gens, et puis pourquoi à chaque fois il vendait des millions d'albums, c'est parce que lyricalement, ce gars, il touchait les gens. Tu vois, c'est la souffrance, c'est l'agonie, c'est une âme torturée, c'est le combat avec soi-même, c'est lui contre les démons dans un ring de boxe sans arrêt. Et ça, tu sais, il y a un côté dépressif, il a un côté bipolaire, schizophrène, il y a des traumatismes d'enfance qui voilà, ça laisse des séquelles. Et c'est là où le gars, il a réussi à transmettre à travers ses textes. Et c'est comme un peu le Scarface, tu vois, c'est des mecs c'est des emo OGs, le emo rap OGs, c'est les mecs qui parlent de douleur, qui sont honnêtes et il y a une franchise. Beaucoup d'authenticité, ouais. Ouais, et ça, c'est là où DMX, le personnage, il est incroyable. C'est là où moi, les prods, à la limite, il y a 3/4 des morceaux du catalogue de DMX, je suis pas super fan, mais c'est quand tu vois C'est les toujours acapellas, enfin, voilà, c'est vrai, sans filtre. Le gars, il est tellement sévère avec lui-même. À un moment donné, Irv Gotti, il parle dans une anecdote, DMX est au milieu de la scène, il a des milliers de personnes en face de lui qui crient, qui hurlent son nom, qui rappent mot par mot ses textes, et en sortant de la scène, ou sur scène même, le mec il s'effondre et il pleure devant le public, à torse nu comme ça. Mais je crois que le public aussi il se met à pleurer. Mais c'est sûr, Donc il transmet. mais c'est ça. En fait, par les paroles, par ses paroles, émotions. les gens qui chantent ses paroles, ils ont la même émotion que lui. Quand toi a tu me sur parles, scène. j'ai la chair de poule partout, ça touche. Le gars, il parle de cette souffrance constamment, ce Il avait combat. pas de filtre. Et ça, c'est là où DMX, il a one of one, comme tu disais, Omar. C'est qui disait ça? C'est Ed Lover, Ed Lover. qui a dit ça, mais après ça a été repris par plusieurs, mais c'est vrai qu'avant DMX, il n'y avait personne qui lui ressemblait. Bah, il y avait Tupac. Et après DMX, il n'y a peut-être, tu vois. personne qui Il y avait Scarface, Tupac, mais Scarface, Tupac, exactement. Mais Mais il DMX, ne ressemble même pas, je veux dire. c'est ça. DMX a Tupac, sa la propre façon de ligne. poser, DMX, la façon de poser. Enfin, chacun avait un flow. Enfin, genre, s'il faut comparer, on peut peut-être plus aller chercher Tupac dans l'attitude. Alors que- Et puis l'attitude avec les gens aussi. Parce que DMX, comme il est disponible. Où ils se ressemblent, c'est que c'est pas juste des acteurs et C'est des pas juste écorchés ouais, c'est pas juste des rappeurs, c'est des Che Guevara, tu vois, c'est des symboles des icônes. d'espoir, des icônes. Ils représentent plus que juste, c'est pas juste des rappeurs. C'est des écorchés vifs. Bon, après, je dirais que DMX a un historique qui justifie encore plus
ce côté très écorché vif. Alors après, on peut pas juger, chaque personne a un historique différent. Ben, son parcours, il est... Mais Tupac vient quand même d'un milieu un petit peu plus aisé. Non, mais on va pas comparer Tupac et DMX. On va surtout pas. Non, faut pas. Mais justement, c'est pour ça, moi j'ai dit, ils ont un of one. Ouais. Je veux non, mais DMX, il faut juste pas le comparer. Le gars, il a passé toute sa jeunesse en tôle. Et puis des maisons de réhabilitation. Ouais, des Les foyers. groupes, mais tout ça. Mais des foyers presque des correctional facilities, mais de mineurs, tu vois. Où il était isolé et où il passait son temps à écrire et à travailler son imagination parce qu'il a que sa fermeture éclair pour jouer. Il était super doué, toujours avec des mots. Il faisait du beatbox. Il avait déjà cette facilité avec les rythmes. Et d'ailleurs, c'est dans un de ces foyers où il rencontre un gars, où il découvre le drum machine, parce que le nom DMX était une boîte à rythme, sauf erreur. Voilà. Ouais. Et lui, il se fait prendre sous l'aile. Et il faisait du beatbox. Il faisait du beatbox pour un de ces gars qui s'appelait Reddy Ron, qui avait genre 10-15 ans plus que lui, qui d'ailleurs, donc il traînait avec lui, parce qu'en fait, il fuguait tout le temps, donc il passait son temps dans les rues, à dresser des chiens sauvages, à être complètement défoncé dans les rues. Apparemment, c'est à ce moment-là, à l'âge de 14 ans, où ce gars, Reddy Ron, lui passe le premier blunt avec du crack déjà dedans, alors qu'il lui dit juste qu'il y a de la bœuf, puis donc, du coup, il a eu son premier... Et en fait, sa grand-mère lui a bourré à la vodka à l'âge de 7 ans. Le mec, il est dans un environnement complètement abusif déjà, tu vois. Il dit ça c'est vachement intéressant dans l'interview de Talib Kweli, il n'y a pas très longtemps, là. Et il dit que, justement, quand il parle de cette anecdote, il dit... Il m'a amené la plus belle chose, c'est-à-dire qu'il m'a ouvert les yeux sur le rap et en même temps, il m'a tendu un blunt avec du crack. Et quand tu l'entends, sans lui dire qu'il y avait du crack dedans, et c'est là où il a eu sa première addiction. Appel. Puis c'est des trahisons. Premier appel. Parce que c'est des trahisons, c'est des mecs à qui il look up to, tu vois, c'est genre... Des mentors, quoi. Ouais, il leur fait confiance. Ils ont 15-16 ans de plus que lui. Et même sa mère, un jour, quand il se fait amener à ce fameux foyer le plus sécurisé, elle lui dit, t'as pas besoin de prendre tes affaires, on va juste faire un repère des lieux, tu vas passer un entretien, parce qu'en plus, il était super doué à l'école. Il était brillant. Ouais, carrément, ouais. Et à un moment donné, elle dit, OK, bah voilà, je te laisse, ciao. Elle abandonne, et lui, il regarde, il fait, c'est genre quoi? Et il se dit, à ce moment-là, j'ai appris que je vais me faire je dois me protéger, je dois mettre toute ma faiblesse de côté, enfin mes sentiments de côté. Et se méfier de tout le monde. Et je suis devenu ce deuxième personnage, toi. Et donc donc il fuguait beaucoup. Très émouvant d'ailleurs ce moment quand ils font sur le BET Chronicles, ils craquent, hein. Mais nouveau là. Il avait jamais peur de ce moment. Tu peux juste expliquer ce que quand il parle c'est une série de documentaires sur pas mal de sujets du hip-hop, et là il y a plusieurs épisodes sur le Rough Riders Chronicles. Et puis là, il raconte cet épisode que Chuck racontait où sa maman l'abandonne dans ce foyer. Lui, il le raconte à quel moment? Il regarde dans la caméra, il pleure. C'est à quel moment il le fait? C'est en 2019? C'est en 2000? C'est récent. C'est assez récent, parce que il y a 2-3 ans peut-être. C'est Rough Riders Chronicles. Donc c'est un documentaire de BET. Okay. Et pendant qu'il raconte quand sa maman l'a abandonné, il en chiale, quoi. Ça prouve à quel point ce moment l'a vraiment heurté, était vraiment un déclic. Quand on a fait MF Doom, on parlait des Doom Moments. Je pense que DMX, on en a eu pas mal de Doom Moments. Et donc, comme Chuck disait, il se retrouvait dans ces lieux de confinement, en tôle. Et la seule chose qu'il avait à faire, c'était d'imaginer avec son imaginaire les lyrics qu'il allait écrire. Et il n'arrêtait pas d'écrire. Et en fait, Swiss Beats, dans son hommage, a écrit quelque chose de très fort. C'est que après, il est passé de ça à quelqu'un de super, super célèbre. Oui. Et donc, il n'a jamais eu sa liberté à lui. Et en fait, il faisait exprès d'aller en tôle pour avoir sa liberté. Bon, ça, c'est l'addict aussi, tu vois, qui cherche des excuses pour se cacher, c'est un peu des béquilles, tu vois. En fait, il essaye de... Parce que tu dis durant sa carrière, donc... Parce que lui, ouvertement, il a toujours dit qu'il était accro, qu'il plongeait souvent pour possession de drogue, d'armes. Il avait un kiff de prendre les voitures, de rouler sans permis, de faire des contresens, se faire arrêter par la police, même de se faire suivre par les flics et les fuguer, quoi. Et les fuguer, quoi. Des courses-poursuites. Ouais, et puis carrément de les ditcher, quoi. Comment dire ça? Les fuguer, quoi.
Et ouais, donc lui, ouvertement... Déplanté. D'ailleurs, il y avait toujours ces blagues. Ah ouais, DMX le craqué, encore... il passe encore 6 mois en tôle. Mais voilà, c'est quand t'es addict, c'est une maladie, quoi. Donc, il y avait des moments sobres et à un moment donné, il a replongé suite à la mort de sa grand-maman, je crois. Ouais, qui était la seule personne dans sa famille qui lui a donné de l'amour, en fait. Ouais. C'était sa grand-maman, c'était son seul refuge. Ok. Mais ouais, DMX, c'est quand même Et c'est là où c'est fort. Le gars, il arrive étant entier avec son histoire, ses bagages. Tu vois, il y a ces fameuses images là qui passent partout là maintenant sur Internet où il est seul sur scène devant un public de 220 000 personnes. À Woodstock 99. Le 99, c'est en Australie et il y a une océan de foule et il est seul sur scène et il tient la baraque et il a tout. Déjà... Salopette rouge, Tim. Enfin, c'est incroyable déjà. Ouais, c'est... Torse nu, salopette rouge, Ouais, Tim. c'est... Y a rien à dire. Je sais pas comment dire. C'était une tête de file, le gars, quoi. Il a été la tête de file de Def Jam, il a été la tête de file de c'est Rough grâce à lui Riders. que Def Jam n'est pas tombé qu'il n'a pas dû mettre les clés à la porte, quoi. Il a tenu la baraque pendant plusieurs années, lui seul. D'ailleurs, je sais pas si c'est le 3e album, c'était un pari. Lior lui dit, mec, si tu arrives à me sortir un 3e album en espace avant l'année prochaine. Ouais, 99. Parce que là, c'est vraiment très proche. T'en as 2 en 98, Ouais. 1 en 99. Et les Donc gars. en 2 ans, il fait 3. Ouais. D'ailleurs, DMX est le premier artiste de tous les temps à faire 2 albums numéro 1 dans la même année. La même année, Même ouais. année, Et le premier artiste de tous les temps à ce que ses 5 premiers albums, 5, arrivent direct numéro 1 quand ils sortent. Aux Les États-Unis, 5. donc c'est. Mais vous vous rendez 5. compte l'économie que ça génère, ça? Mais c'est ça, c'est qu'il gagne. Et c'est là où The Rough Riders, le documentaire, est super intéressant parce qu'à un moment donné, quand le 6e album, c'est Jay-Z qui est président de Def Jam quand il reçoit le 6e album et il veut pas le dropper. Et comme il y a une histoire, un vécu en DMX et Jay-Z, Un peu de compète. il y a un peu de compète Pas que ça, il y a un groupe aussi qui a jamais vu le jour. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. Mais Ça, c'est- finis ouais, cette anecdote et après, on va aller là-dessus. En gros, Jay-Z dit, écoute, ton album, il est là, c'est pas mal, mais Def Jam fait que le repousser, cet album. Et DMX, il a l'impression que c'est genre, gars, t'as pas envie que je shine, tu vois, t'as peur que je vais trop cartonner, t'es en train de me bloquer. Et il se fait que quand tu écoutes l'album fini, quelque part, il avait raison, parce que ce 6e album, c'est pas un classique de DMX comme les 3 premiers albums, par exemple. Et Il donc, est sorti chez Def Jam? non, justement, il se fait... Alors, Jay-Z est cool parce qu'il le laisse partir. Je crois qu'il lui paye lui-même de sa poche les 10 millions qu'il faut pour pas rendre l'album. Donc, il se barre chez Sony. Sony, il mise sur DMX. DMX est assez confiant. Il dit, ouais, les mecs, ils sont enfin derrière moi. La street team est partout. Ils m'écoutent. Je me sens soutenu. L'album, il sort. Mais il y a pas... C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est le premier des 6 premiers albums qui commence charte pas, par ouais. première Oui, mais position. bon, il y a une différence entre être premier chaque fois, c'est complètement hallucinant. Surtout dans ces années-là. Ouais, mais Justement, il on parle de pensait quand 98, même le 99, faire. Non, puis il y a un autre 2001, truc. 2003. Ouais, mais ces 3 premiers albums, DMX, comme il avait, je pense, de quoi faire 300 morceaux pour le premier... Enfin, toi, tous ces textes-là qu'on entend dans le premier album, c'était des textes qu'il existait, qu'il a déjà... Enfin, Bien sûr. Et donc, les 2-3 premiers albums, il est en plein dedans. Vers la suite, le gars, il a quand même... il s'est un peu... comment dire... le feu s'est un peu éteint. Le gars, après le 2e album, je crois qu'il est à Hollywood en train de faire des films avec Jet Li et Steven Seagal. Ça devient une star. Il fait des films avec Alia, Romeo Must Die. Il est en plein Hollywood. Ça épuise à un moment donné. Alors attends, on va arriver à ça. Il faut juste qu'on parle de ce groupe avec Ja Rule Le et supergroupe Jay-Z. qui n'a jamais le eu- supergroupe qui n'a jamais eu lieu. Est-ce que vous savez un peu, est-ce que vous avez pu... Ça, moi, je sais pas. Ça, c'est quelque part grâce c'est un rêve de Irv Gotti, un rêve c'est dans le bucket list de Irv Gotti. C'est un projet qu'il a toujours voulu réaliser parce que lui, il a travaillé avec ses 3 artistes. Il était toujours down avec Jay-Z depuis le début. Ja Rule, c'était son poulain. Et DMX aussi, c'est lui un peu le gars qui a fait... Via Def Jam. Ouais, exactement. Ok. Et à un moment donné, DMX était un peu chaud mais il a aussi vite fait comprendre
que non, parce qu'il a senti que Ja Rule a quand même un peu trop pompé son style. Oh. Quand tu penses, tu vois, la voix, le C'est vrai. débit, et... alors que niveau chiffres et impact dans les charts, les trois, à un moment donné, régnaient tellement la radio, je vais dire new-yorkaise, parce qu'à ce moment-là, c'était la radio new-yorkaise qui se transfusait, qui se diffusait partout. Ouais. Mais c'était quand même le mouvement New York avant tout. Mais entre ces trois, genre, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas un de ces gars-là qui était... Tu vois, Jay-Z, il régnait les Ouais, étés. bien sûr. Ja Rule, il avait trouvé cette formule magique avec les refrains un peu chantés, un peu les raps un peu mélodieux, un peu saccadés. Enfin, tu vois, il y avait ce débit. Donc maintenant, on peut continuer sur... on a mentionné les films, parce que c'est quand même super important. Et moi, je sais que pour ma génération, en tout cas, genre Alia... Dans Romeo Must Die, je crois. Romeo Must Die, justement, Alia DMX Jet Li. Immense carton, le film sort partout, au cinéma, enfin bref, c'est aussi encore un truc en plus qui amène DMX au rang de... C'est ça, imagine être un rappeur, toi tout seul, tu règnes les charts, tu cartonnes après avoir une enfance aussi fragile, et du coup tu cartonnes en parallèle à Hollywood, T'as 5 albums numéro 1. Donc là, t'es à quoi? T'es à 20 millions de disques vendus, à peu près, je pense. J'exagère, peut-être 15 millions, mais genre déjà, c'est énorme. En tout, il a 70 millions vendus. En tout? J'ai entendu Russell Simmons le dire. Le mec, il a vendu plus de 70 millions. Ouais, parce que t'as le rap qui s'exporte aussi. Qui s'exporte 4 fois plus que... tu vois, le gars, il s'est trouvé dans les jeux vidéo Def Jam, la Def Vendetta. Tu vois, le mec, c'était... Wow. Non, mais... Mais maintenant, combien est-ce qu'il a vraiment touché? Parce que tu vois, à un moment donné, Rough Riders s'embrouille parce que lui, il demandait des parts de la société. Et puis ils ont dit, mais attends, on n'a jamais parlé de ça. Il fait, oui, on a eu un contrat oral. Enfin bref. Et ça n'a jamais... Voilà, ils se sont jamais mis... Bon, ils n'ont jamais vraiment biffé, mais c'est vrai que ça a foutu un froid, cette histoire de demander des parts. Et puis c'était un petit peu le début de la fin. Je pense qu'il a marqué aussi le début de la fin des Rough Riders. C'était le fait qu'ils n'ont pas anticipé. Quand il est parti, quand tu as dit tout à l'heure, il est parti chez Sony avec Chad Elliott, d'ailleurs, qui a voulu le récupérer de Def Jam pour le 6e album. Ils n'avaient pas anticipé l'arrivée du son d'Atlanta et puis bon, évidemment toute la génération Napster. Alors si tu penses bien, DMX c'est un peu tout ce qui est ringtone rap, tu vois. Le précurseur de ce mouvement du Sud, à brailler comme ça. Grâce à Swizz peu Beatz, de mots, tu vois, le placement de... Ouais, peut-être, ouais. Puis aussi grâce au beat que faisait Swizz Beatz, qui était très inspiré d'Atlanta. Mais Rough Riders n'a pas su anticiper ça, mais Wadeen, donc le fondateur, fait un point d'honneur de dire « Moi, j'ai jamais fermé Rough Riders, en fait. » Parce que je l'ai gardé, je l'ai right-size, j'ai dû virer des gens à un moment donné, j'ai dû contenir le truc, j'ai dû faire le dos limiter les dégâts, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais fermé Rough Riders. Et d'ailleurs, il relance un tour de toute la famille c'était quoi, en 2017 ? Mais il l'a jamais rajeuni. Non, mais bon, ça, c'est autre chose. En fait, à un moment donné, il a arrêté, il a arrêté de sortir la musique, mais le logo Rough Riders se trouvait sur plein de marchandises. Ouais. Genre, tu vois, il y avait le mouvement parallèle, moto, voiture. Mais tu vois, ça, là aussi, quelque part, il y a une crise d'identité où ils essayent de s'adapter au marché, mais ça n'a jamais... Le rappeur le plus jeune, c'était quoi la relève de Rough Riders? C'est Dragon, mais bon, c'était aussi vieux. Hein, non, il y a Lin, là, le petit l'Asiate, qui à un moment donné était signé chez Rough Riders. C'était un peu le Eminem asiatique. Il a floppé, lui. Mais il a floppé. Alors lui, il est assuré en impro, il était gagnant d'une de ses émissions d'impro aux States, mais derrière, après un DMX qui voilà, c'est ça que je dis. Là, ils n'ont pas réussi. Il y a Yves qui a quand même bien... C'est la même époque. C'était la même époque, ouais. First Lady. Il n'y a pas eu de renouvellement d'artistes. La Pitbull dans une... Elle était incroyable. En mini-jupe. Ouais. Et puis elle est entrée dans les clubs partout aussi. Si tu veux, la seule manière... Après, il y a LOX qui est revenu chez... Ouais, mais voilà. Riders, mais... oui, mais on parle de la même époque. Ouais, c'est les mêmes. Non, mais la seule manière qu'ils ont réussi à contourner cette mort, cette chute de l'industrie du disque après le 4e album
quatrième et cinquième album de DMX, c'est à travers le truc du lifestyle. Mais ça aussi, ça a duré un petit moment, mais comme dit Chuck, ça s'est essoufflé assez vite. Mais j'aimerais... Mais Et après, les empires s'effondrent t'avais à la un moment mouvance donné. Atlanta qui a pris le dessus. Et bah oui, mais là on est concentré sur DMX, donc moi j'aimerais poser une autre question, c'est comment c'est possible qu'un mec qui fait number one sur ses 5 premiers albums, qui fait des films avec Steven Seagal et Jet Li, qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Comment, parce que même ses textes sur l'industrie, il était très corrosif avec l'industrie alors qu'il a été numéro 1 5 fois. Comment... Tu imagines comment gérer ça? Tu es seul dans toute ta vie, tu n'as jamais une base solide. T'as pas... Enfin, tu vois, t'es un solitaire. En fait, tu vis avec tes chiens. Lui, il braquait des gens avec son chien ou ses Rap chiens. and rob. Ouais, the original double R. Rapping and robbing. Et en fait, au lieu de pointer un flingue, il avait un flingue sur lui, mais au lieu de pointer un flingue, il dit, les gars, ils avaient plus peur de mon chien qui allait te courir Non, après pendant 3 blocs. il a dit un truc incroyable, il a dit un flingue quand tu tires ça va Ouais, tout ouais, droit, ouais, juste. un chien quand tu lâches ça lâche pas sa cible. Ouais. Et voilà, c'était pour ça qu'il préférait avoir ses chiens. Et c'était ses meilleurs amis. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler, juste une petite anecdote, dans un Drink Champs, il y a un gars qui en parle, qui dit que DMX, il a réussi à dresser ses chiens, que lors des battles avec des gars, il balançait certaines phrases, il avait des blancs, il faisait signe, un dit, et puis le chien il faisait, puis après il répondait, non, c'est chill dude, fort. I got this. Et donc il faisait un duo Avec ses chiens. hyper impressionnant, tu vois. C'était du jamais. Non, enfin ouais. Donc comment, imagine, t'es seul, tu son souffres. tatouage sur son dos. One Love Boomer là. One Love Boomer, c'est un de ses premiers. Premier chien. Ça Ouais. s'appelle Boomer, ouais. Ouais. Mais Il y a sa tête d'ailleurs. moi je suis étonné même que DMX ne s'est pas effondré plus rapidement ou plus radicalement plus tôt, tu vois, parce que Fast Life. il a jamais arrêté la drogue, entre guillemets. L'addiction est toujours été là. T'es dans un monde de serpents dans ce milieu-là. D'ailleurs, il y a ce Def Jam, Def Poet, comment ça s'appelle? Love Poetry. Def Poetry. Il fait ce truc qui s'appelle The Music Industry, je crois que ça s'appelle. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est tellement spoken juste. words Ouais. sur l'industrie. Ouais, Ouais. incroyable. Tous ces trucs-là. Parce c'est qu'après, il y a eu limite, des rumeurs qui disaient justement il a refusé de s'allier aux Illuminati. Et puis du coup, c'est ça aussi. Ah, je pense que Ils l'ont mis loin. Mais ça, lui-même, il le disait pas. C'est juste sa version de l'industrie qui fait que... C'est il comme est resté Dave Chappelle. rebelle. Il est resté Mais rebelle oui, en fait. ouais. Le mec a fait complètement. numéro 1. Même Def Jam, à un 5 moment albums donné. numéro 1 des Billboard. Il est resté rebelle. Mais en c'est fait. ça. Il a c'est jamais ça. fait de concession. C'est ça. Sa plus grande concession, c'était peut-être de chanter sur Rough Riders Anthem qu'il n'aimait pas du tout. Et en plus, il a Parce perdu qu'il a un pari. perdu aux cartes. Ouais. Maintenant, ça me fait penser à Dave Chappelle quand il a refusé d'accepter le contrat pour son Chappelle Show. Netflix. Ils l'ont traité de fou, un fou qui a mal viré et qui allait partir en Afrique. C'est juste pour salir son nom. Et je pense qu'avec DMX, c'est un peu pareil. Comme il pouvait pas le contrôler, il essaye de salir sa réputation, tu vois. Mais est-ce qu'il a été broke après? Parce qu'il a quand même dû emmagasiner Il a 15 une enfants. richesse hallucinante. Il a 15 gamins. Ouais. Ouais, ça coûte, hein. Et il a 30 millions de comptes en banque au jour d'aujourd'hui. C'est vrai? Ok. Mais il s'en est toujours foutu de l'argent. Et apparemment, il a toujours tout donné aux gens, quoi. Et en fait, ouais. C'est jamais quelqu'un qui a vécu pour lui-même, en fait. Il était super Il n'était altruiste, jamais toujours. bling bling. Il n'avait jamais des grosses voitures. Mais pourquoi? Ça l'intéressait tu vois? pas. Ouais. Par contre, comme tu dis, il était super généreux. Ils peuvent rentrer dans un restaurant et payer carrément la tournée, mais pas juste de la table, de tous les restos. Et des anecdotes, justement, il y avait... On a parlé avant qu'Omar arrive, là, hors antenne, on va dire. C'est cette anecdote avant un concert à Londres où il a 2-3 heures avant du show. Et Ouais. le mec, il décide de prendre la voiture, d'aller faire un tour dans un magasin de jouets, d'aller acheter des avions, comment on appelle ça? Télécommandés. Ouais, mais modèles, tu sais, des trucs que tu colles et tu rassembles. Et d'aller jouer avec des gamins, comme ça, pendant 1 heure, sans souci, sans penser que tu es à un concert dans 2 heures dans London Arena, je sais pas où. Et il avait cette générosité, tout le temps être Et avec c'est là des où gamins. l'avion se coince et il y a une photo de lui en train de grimper dans un arbre pour... c'est ce que tu me disais. Ouais, ok. Incroyable. Cette fameuse photo, il est dans un arbre. Ouais, Ok. ouais tu vois, One of a kind. cette mort, ouais, celui-là, il me touche vraiment parce que c'est
plus que la musique, c'est le personnage. C'est cette générosité, cette authenticité de ce gars qui... il était drôle, il était marrant, il était... Ah, Mais pour revenir à ta question, moi je pense que ce qui l'a fait chuter, c'est à la fois un 6e album qui ne marche pas aussi bien que les autres, les petites bisbilles avec les fondateurs de Rough Riders parce qu'ils ne voulaient pas lui filer des parts dans la société. Et puis troisièmement, ses addictions qui ont été continuelles dans sa carrière et l'arrivée d'un nouveau style de rap qu'ils n'ont pas su anticiper. Puis au bout d'un moment, tu vois, d'aboyer sur le micro, t'as beau être le mec le plus vrai, le plus authentique du monde. À un moment donné, ton life cycle, il se termine. Et si tu n'arrives pas à te renouveler par rapport à tout ce qui arrive, tu sombres. Et voilà, c'est comme ça pour moi qu'il a sombré. Et puis la ces trois formule, éléments-là. musicalement aussi, artistiquement. Voilà. Le 6e album, si tu réécoutes, il y a aucune mélodie, le son, ouais, c'est du réchauffé fois 1000, quoi. Ça n'a pas de goût, c'est mauvais, tu vois. Il a perdu la flamme, quoi. Puis je pense qu'il était peut-être pas super bien entouré, ou il voulait rien entendre, ou il était ingérable aussi, peut-être. Tu vois, les gars, il avait d'autres priorités. Ouais. Et j'ai juste, quand on a parlé de cette période acting, j'ai pas mentionné Belly. Alors que c'est un film ultra important dans la culture, même presque plus au final que Romeo Must Die et les autres, parce que les autres c'était international vraiment. Belly, Hype Williams, t'es à 100% dans l'état d'esprit. Je déteste ce film. Ça, c'est mon hot take du siècle. Je trouve que c'est le plus overrated movie de tous les temps. Ouais. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Mais je sais aussi qu'il a eu un tel impact dans le hip-hop. Voilà. C'est trop puissant. Il y a Nas, il y a DMX, il y a Hype Williams, il y a sa façon de filmer, ouais. Mais ouais. L'entrée au club, mec, c'est tellement beau. Les scènes en Jamaïque, mec, c'est surtout un trip visuel qui est très hip-hop, quoi. Donc peut-être au niveau je trouve que de le acting l'histoire, est mauvais, l'acting est pas bon. les paroles, les dialogues, c'est une catastrophe. C'est une blague, en fait. En fait, il faut le regarder d'un autre, avec du recul. Il y a de la réflexion quand même. Moi, je trouve pas autant que ça. Après, on peut tout. De toute façon, on peut tout défoncer si on veut. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas le nier que c'est un film quand même qui est devenu avec le temps mythique. Ouais. Puis même à sa sortie. La cover, tu vois la cover blanche avec les deux Nas et DMX sur la four. Il a quand même dépouillé Nas dans le film. Ouais, aussi. Non, je veux dire... D'ailleurs, qui était un de ses artistes préférés, hein, avec Scarface et Nas pour lui. À un moment donné, c'est qui dit qui en parle? Et à un moment donné, il dit écoute, tu viens avec moi, on va aller voir le concert de Nas. Et le mec, il dit ah ouais, ok, il faut, ouais, mais c'est à 3 heures ou à 5 heures de voiture. On y va maintenant. Quoi? Il fait ouais, je vais voir Nas. On y va. Ok. Le mec, il vivait le moment présent, quoi. Donc, avant, on a dit, il faut surtout pas comparer DMX à Tupac. Il faut surtout pas le comparer à n'importe qui, parce qu'il il est effectivement unique. Mais je vais me permettre de faire un parallèle par rapport à le premier épisode qu'on a fait. Parce que quelque part, que ce soit MF Doom ou DMX, les deux se sont révélés super tard et les deux étaient l'anté-Puffy. Pour deux raisons différentes. J'aime bien ce parallèle, même s'il ne veut rien dire. Mais tu vois, le fait que tu commences par des moments de galère au niveau de ta vie privée, tu bloomes super tard dans ta carrière, tu choisis expressément de ne pas suivre la ligne de l'époque, qui c'était la ligne commerciale, la ligne des clubs, la ligne du shiny suit. Tu choisis l'authenticité. Et un autre truc, il se préserve, un avec un masque et l'autre peut-être avec l'addiction, quand tu dis peut-être en prison, étant solidaire. C'est des personnages vraiment super forts. Et en fait, post-mortem, j'ai entendu plusieurs fois depuis la mort de DMX, l'utilisation du terme super-héros. Et en fait, tu vois, que ce soit MF Doom ou DMX, dans deux catégories totalement différentes, c'est vraiment des gens qui sont devenus iconiques et des super-héros quelque part quand tu les revois et Against the Grain et qui ont su préserver cette authenticité de ce que pour eux était le rap. Il y a des interviews où DMX, mais ce fâche, lui est là, putain. Les gens ont oublié que ce truc, c'était un truc de la rue. Ouais. C'est un truc pour les gens qui ont rien. C'est pas un truc pour parler de bagnole et de nana et de drogue. D'ailleurs, la réalisation de son premier album, il s'est fait dans le studio. Il y avait des mecs qui jouaient au dé, il y avait des mecs qui fumaient, qui buvaient, ça baisait. C'était le quartier
dans le studio. Alors que d'habitude, les mecs, ils sont seuls, il n'y a personne dans les parages, t'es seul avec ton producteur. Et lui, c'était genre, ça vibrait, c'était cru, c'était intense, c'est assez impressionnant. Moi, il y a un truc qui me fait plaisir sur... par rapport à ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a donné, comme on dit, les flowers à DMX avant qu'il nous quitte. C'est dans le Versus là, avec Snoop. Ouais, puis il a eu une période où il s'est un peu réhabilité, il est réapparu à la surface. Il a fait des interviews, Comme s'il avait besoin de témoigner. Ouais. Il a fait un Drink Champs qui est très beau d'ailleurs, qu'on conseille un peu à tout le monde. D'ailleurs, dans ce Drink Champs, il dit « Si je devrais tomber mort maintenant, tout de suite, ma dernière pensée serait que j'ai eu une vie merveilleuse. » Et ce qui était très dur pour lui d'admettre un truc comme ça, parce que genre c'est un type qui a toujours souffert de sa vie. En fait, j'ai pas dit dans sa vie exprès, il a souffert de sa vie. Exactement. Lui, il a toujours, où il était intelligent, c'est que, tu sais, dans l'intro de Sleeping, il dit « To live is to suffer. To survive is to find meaning in the suffering. » Il a toujours su regarder le verre moitié plein et non pas vide. Même, il s'en veut pas à ses parents. Alors qu'il y a des morceaux, il dit, mais pourquoi? Tu vois, genre, c'est trahison totale. Et à la fin, il dit, mais en fait, je t'en veux pas, c'est grâce à vous que je suis ici. Tu vois, donc, malgré tout, on sait si sa mère est toujours vivante, en fait, ou pas? Parce qu'elle n'a pas été très gentille avec lui, quand même, sa maman. Non. D'après ce qu'on a vu dans nos recherches. Ouais. Et ça, je sais pas. Bah, elle a eu très jeune, hein, je crois qu'elle a eu son premier enfant à 17 ans, lui à 19 ans, je crois. Bon, ça n'excuse rien, mais... Mais après, il y a un truc qui est... je connais pas très bien la culture des témoins de Jéhovah, mais j'ai l'impression que ils sont nés pour souffrir. Ils font pas de fête, déjà. Ouais. Et ils ont compris que... lui, il fêtait pas son anniversaire. Jésus est mort pour sauver les péchés de la terre entière, mais je crois que chez les témoins de Jéhovah, on est encore dans la souffrance des péchés que nous avons commis. Et je pense que peut-être que DMX se disait aussi, lié à ça, je suis né pour souffrir, et donc je souffre, et c'est pas ça qui va me... C'est dans mon éducation, quoi. C'est normal. Tu vois, je dois le subir un peu. Bah, un exemple, c'est que DMX, quand il était jeune, il avait pas mal de problèmes d'asthme. Il faisait des allers-retours pas mal à l'hôpital. D'ailleurs, à un moment donné, il a son cœur qui a arrêté de se battre. Et il a survécu. Et une fois, il a eu un accident de voiture. Il s'est fait shooter par une caisse. Et au lieu d'accepter l'argent, je ne sais pas si c'est des assurances ou du conducteur, la mère a refusé l'argent parce qu'elle a dit, nous, les témoins de Jéhovah, on n'accepte pas la charité. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, cher Thibaut? Déjà... sa mort est un peu étrange, donc on peut peut-être en parler. Ouais, et c'est contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas une overdose. Et ça, ça va se révéler, mais apparemment, c'était... Mais il s'est fait injecter il s'est un fait... Covid... Il y a eu le vaccin. Un vaccin. Après, c'est ce que la famille dit. Et après, quand on dit overdose, on pense tout de suite héros, crack, machin, mais il faut pas oublier quand tu es bipolaire, schizophrène ou malade, ou il y a des médicaments. Et peut-être il y a un cocktail Molotov de médicaments, d'alcool, de vaccins, problèmes de santé de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a passé plusieurs jours. Ce qui est un petit clin d'œil aussi au-delà, c'est il est tombé dans le coma le 3 avril, si on fait les chiffres à l'américaine, c'est 4, 3, 2, 1. C'est la première fois qu'on a entendu DMX officiellement mais c'était le 3 avril, et puis quelques jours plus tard, à un moment donné, ils étaient obligés de prendre une décision, la décision la plus difficile de leur vie, en tout cas la famille, qui pouvait même pas trop se rapprocher de lui parce qu'il y avait les mesures Covid, et ils ont dû tirer la prise. Mais c'est pas une overdose d'héros ou de crack, ça c'est... Donc c'était pas une rechute. La famille dit que c'est après la première dose du vaccin. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir cause à effet sur ça? C'est ce que la famille a affirmé. Ils étaient très fâchés
des bruits qui ont couru par rapport à l'overdose, comme dit Chuck. Donc, Quand tu dis la famille, on parle de qui? Parce que vu qu'il avait 15 enfants, je pense qu'il Ouais, avait il y a des plusieurs enfants. femmes. Ouais. Non, il y a une femme qui est toujours restée dans les parages, là, sa fameuse. sa fameuse première femme. Ouais, c'est sa première femme qui. Ok, il a toujours gardé sa relation avec elle alors. On peut parler d'entourage, je pense, plus que famille. Ouais, Ouais, on c'est parle ça. de. Ouais. Ouais. Mais ouais, 15 enfants. Alors, ça c'est. Là, on peut rebondir sur ce qui passe sur Twitter, sur les réseaux, des images, des extraits de. Tu sais, à un moment donné, il est sur un grand 8, je sais pas. Avec sa fille, Et ouais. il y a une où il est Enfant. avec sa fille, où il fait le papa. Et il lui fait genre, it's okay, baby. Papa got you. Tu sais, on dirait qu'il fait un morceau de rap. Il lui tient la main. Il y a une sensibilité qui est incroyable à la DMX. Il y a des autres images où il est avec son homie, où pareil, il fait des adlibs, il fait what? Ready? Come on. What? Et c'est à mourir de rire. Le gars, quand il parle même de lui-même, récemment, on a vu encore les images où il est dans le Breakfast Club en train de se faire interviewer, où il y avait cette rumeur qu'il s'est fait passer pour un agent de FBI une fois, il se fait arrêter. En gros, lui, il se fait arrêter par la police il a voulu se faire passer pour un agent de FBI. Il se fait arrêter il arrête une caisse qui va trop long. Il arrête. Il a une sirène dans la voiture. Tu sais, c'est des voitures banales. Comment on appelle ça, Banalisé. Ouais, banalisé. Ah. Il met la sirène. Donc déjà, où est-ce que tu chopes une sirène? Il paraît même qu'il avait genre le badge du flic. Il a trouvé sur un plateau télé ou je sais pas quoi. Et le gars, il s'arrête, il se fait passer pour un agent et il veut le dépouiller. Il veut lui piquer sa caisse, tu vois. Alors qu'il a un avion à prendre au JFK, donc le lieu le plus... Et qu'il est ultra riche, quoi. Et qu'il est DMX et que tout le monde le reconnaît. et donc, lui, quand il avoue son erreur, tu vois, il dit, ouais, voilà, j'ai déconné. Mais, tu vois, là, le gars, ouais, il a un côté bipolaire, donc il a des personnages en lui et c'est ça qui fait que le gars, il est... Il est qui il est. Ouais, c'est ça, c'est DMX, quoi. Mais, ouais, moi, ce que je retiens, c'est un être humain super généreux, un cœur en or, toujours gentil, toujours prêt à donner, à penser à... Toi, tu l'as jamais rencontré à travers Non. tes élucubrations. Je l'ai vu en concert à Fribourg et j'étais un peu déçu et j'ai vu son ego d'artiste prendre un coup. C'était un festival à Fribourg, il y avait... Quelle année? On est quelle année là? 2010 2007 Non, c'est quand il y avait Lord Give Me a Sign. C'est quelle année? Yeah. 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 Je sais plus. Et il y a des grosses pointures allemandes qui retournent la scène, qui mettent le feu. Et lui, il passe derrière en pensant que ça allait être l'émeute, tu vois. Et en fait, c'est médiocre. Et lui, il a besoin du public qui rebondit. Enfin, tu vois, et il n'a pas cette énergie-là. Et il est super déçu. Et ça se voit sur scène. Il fait quelques remarques au public, genre, et les gars, et il y a j'ai senti comme, pas une remise en question, mais son ego, il a pris un coup, puis ça m'a fait mal. C'était pas des images comme on voit lui à l'Apollo, où il fait où il a torse nu en train de faire trembler les murs, lui tout seul, devant 5000 fanatiques. Mais ouais, DMX, rest in power. One of One, je pense qu'il laissera un unforgettable legacy, quelqu'un qui est absolument unique dans son authenticité et dans son côté écorché vif. Et même si personnellement, moi, j'écouterais pas toujours ses disques, franchement, là, en me plongeant dans son univers, c'était super, super fascinant, super touchant. Vraiment un personnage particulier, quoi. Ouais, et puis ses prières, elles sont fortes. À un moment donné, il y a une scène, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, sur un plateau télé où il fait une prière et c'est tellement prenant et c'est tellement beau comme c'est dit, en fait. Et il maîtrise tellement ça. C'est ça, c'est que la plume, il a les mots. Hein. Ouais. Et même sur chaque album, il a ses interludes ou les outros. Le mec, il parle à Dieu, il fait des confessions. Et trop à fond, ce mec. Trop à fond. Il demande des pardons à... Ouais, enfin, c'est... Ouais. Alright, guys, je crois qu'on a fait le tour. C'est bien, c'était compact, c'était rapide, c'était dynamique.
et massive respect C'était Rap Dark Science. Man X Rap Science épisode numéro OC 4. Aussi Chuck. Thibaut, Chucky Fresh. DJ Never Die. Peace. Peace, yo. Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfucker.